Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir. Je suis Serge Alain Autou pour le décryptage quotidien de l'actualité. Le 25 juillet 2018 à Douala, sous la conduite du cardinal Christian Toumi, d'autres leaders religieux, à savoir le pasteur Babila Georges Fonchian de l'église presbytérienne du Cameroun, l'imam Toukour Mohamed Adamou de la mosquée centrale de Bamenda et Aladji Mohamed Aboubakar, grand imam de la mosquée de Bouya, pensaient que le moment était venu de mettre fin aux souffrances des populations originaires et résidents dans les 13 départements des régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun à travers l'organisation à Bouya de la conférence générale anglophone. Le rendez-vous avait alors été pris pour la fin du mois d'août. Le pouvoir, tout en accueillant favorablement l'initiative, s'opposait au préalable de la libération des personnes incarcérées dans le cadre de cette crise. De même que le dépôt des armes des forces de défense et de sécurité. Ceci va conduire au report de l'initiative qui avait été prise pour les 21 et 22 novembre. Autre renvoi s'inédié cette fois-ci, les initiateurs évoquent pour se justifier l'absence d'une autorisation écrite de la part du gouvernement. Conférence générale anglophone, pourquoi ça coince? Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Conférence générale anglophone, pourquoi ça coince? Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Fotin Joujou. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir mes co-panélistes et surtout téléspectateurs d'Equinox Soir. Voilà, vous êtes acteur social, c'est bien cela? C'est bien cela et surtout entrepreneur. Voilà, entrepreneur. En face de vous, Begeni Abek. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain Autou. Heureux de retrouver le plateau de débat. Je dis bonsoir à vos, j'appellerai clients, clients de l'émission. Voilà, ouais, je crois qu'ils sont là de plus en plus nombreux. Hein. Voilà, merci d'avoir accepté cette autre invitation. Et à côté de vous, en face de vous, je peux faire, en face de vous, Charles Elisan, bonsoir. Salut Alain, bonsoir. Voilà. Bonsoir à tous les Camerounais. Voilà, vous êtes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, mais tout à fait. Dans la section jeune, c'est bien ça. C'est dans le bureau section OJ, à droite deuxième. Voilà, deuxième. Voilà, un nouveau visage sur Equinox Soir, vous allez le découvrir dans un instant. Et c'est Louise Blanche Ngomasso, bonsoir. Bonsoir Serge Alain et bonsoir à tous les téléspectateurs. Plus connu sous le nom de Binkou. Oui, c'est ça. Binkou, bienvenue. Merci. Voilà, vous êtes blogueuse et du MRC. On va le dire comme ça. On va le dire comme ça. Voilà, bienvenue sur le plateau. Voilà, je commence avec vous, Fotin Joujou. On a eu une initiative qui est partie de cette rencontre, comme je l'ai dit à l'entame, le 25 juillet. Premier report, la conférence était prévue pour la fin du mois d'août. Elle n'a pas pu se tenir. On a avancé un certain nombre d'éléments parce que dans le communiqué final sorti par les 4 hommes d'église, il y avait des préalables. Mais on a suivi le ministre Tiroma de la communication à l'époque qui parlait d'un certain nombre de choses. Il disait que l'initiative était la bienvenue, mais ça a coincé au niveau des préalables. Parce qu'il fallait, pour ces préalables, libérer d'abord toutes les personnes qui étaient incarcérées dans le cadre de cette crise. Bon, il faut dire que la question que tout Camerounais devrait se poser maintenant est celle de savoir si nous ne pouvons pas encourager les initiateurs de ce projet à tenir au moins une première conférence générale anglophone, d'abord pour questionner le problème afin de voir si on peut tenter d'apporter des solutions. Alors, la question reste de savoir, est-ce que nous sommes alors prêts à mettre fin à cette crise qui ne fait qu'endeuiller le pays et enterrer les hommes? Parce qu'au début, le report de la conférence à la fin du mois d'août
nous avons tous cru qu'il s'agissait du moins de laisser d'abord la place... Non, le report c'était en novembre. En novembre. Parce que la première date c'était au mois d'août. Au mois d'août. Oui. Ça dit, la première date, celle du mois d'août. Oui. Nous Oui. avons cru qu'il était question de laisser d'abord les élections se tenir. Voilà. En novembre, nous avons cru que le gouvernement peut-être avait pris l'initiative entre les mains et devrait essayer de voir dans quelle mesure cette conférence devrait se tenir. Parce qu'il faut dire que dans le communiqué final qui déjà mentionnait la non-obtention d'un document officiel leur permettant d'organiser la conférence, les initiateurs n'avaient pas voulu faire de façon, je dirais, illégale, parce que nous connaissons que dans notre pays, les manifestations publiques, du moins comme cette conférence, sont du régime déclaratif, mais qui malheureusement nécessitent une autorisation, faute de quoi une répression policière, comme nous avons souvent l'habitude de vivre, pour arriver. Bon, maintenant, si la conférence ne se tient pas, tandis que d'un côté, le gouvernement annonce le contrôle, du moins sur le terrain, nous voyons les violences se multiplier et le drame, le tout dernier, et d'ailleurs, l'un des plus lamentables est celui de l'incendie de l'hôpital. District de Cuba. Alors, pourquoi la conférence générale anglophone traîne? Est-ce que c'est parce que cette conférence est initiée par les hommes d'église? Une autre question suscite directement mon esprit, parce qu'au Cameroun, l'église est créée sous décret présidentiel. Ça veut dire que si le président ou la présidente de la République accepte que les gens s'installent dans des communautés religieuses, c'est parce qu'à un moment donné, on se dit que les hommes d'église ont au moins une moralité et une capacité de négociation, ou du moins de questionnement du problème. Alors, on se retrouve alors, nous sommes déjà presque en fin du mois de février, la conférence ne se tient pas, la crise n'est pas arrêtée, l'État lui-même n'initie pas un quelconque dialogue, la société civile n'est pas écoutée, la classe politique, elle est muette, et tout ce que nous pouvons vivre désormais, c'est la guerre. Pourquoi la conférence tient? Moi, j'ai comme l'impression qu'il y a, du côté de ceux qui nous dirigent, des personnes qui n'aimeraient pas que la crise cesse. Parce que lorsqu'on est face à une telle crise comme celle que nous vivons dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, à un moment donné, on essaie d'écouter le peuple. Parce que plusieurs fois sur ce plateau, les gens m'ont traité d'expert en questions sécuritaires. Parce que je disais, le gouvernement peut vouloir lui-même résoudre le problème, mais ça me prend mal. On m'a dit non, le gouvernement sait ce qu'il fait. Mais il faudrait que les Camerounais comprennent tant soit peu qu'un gouvernement n'est pas composé des extraterrestres. Il est composé des hommes qui ont leurs failles, qui ont leurs limites, qui peuvent aussi commettre des erreurs. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut écouter le peuple. Parce que le gouvernement ne se gouverne pas pour lui seul. Il gouverne d'abord pour le peuple, parce que c'est le peuple qui lui a donné mandat. Et lorsqu'un problème concerne le peuple, comme ce problème anglophone, où il y a parmi ces populations qui souffrent aujourd'hui dans la brousse, des personnes et qui ont également voté pour ce gouvernement, dont devrait à un moment donné profiter d'une stabilité, et que ce gouvernement devrait de plus en plus se montrer favorable à un dialogue, parce que c'est là où on va finir par revenir. Il n'y a aucune crise au monde du genre, du moins qui s'est réglée avec des moyens armés, et je pense qu'on finira par revenir sur cette conférence générale anglophone ou une autre conférence du genre qui va appeler sur la table tous les partis, même ceux qu'on qualifie d'aujourd'hui de sécessionnistes. On arrivera un matin à discuter avec eux, pas parce qu'ils ont raison, pas parce qu'ils n'ont pas tué, pas parce qu'ils n'ont pas commis des crimes, mais parce qu'il faut épargner une bonne partie de la population des douleurs qu'elle traverse aujourd'hui. Donc pour vous, c'est le gouvernement qui fait que les choses... Pour moi, c'est le gouvernement qui fait que les choses... Merci. Begeni Yabek, c'est votre sentiment aussi? La conférence ne s'est toujours pas tenue du fait du gouvernement? Pour ma part... Mais il faut quand même rappeler une chose, pour mettre les choses dans leur contexte. En janvier, au mois de janvier, ils se sont retrouvés, les ministres du culte qui sont à l'initiative de cette conférence, ils se sont retrouvés en janvier pour donner de nouvelles orientations à cette conférence. Et aussi, ils ont envoyé des missions en Amérique, en Europe, pour rencontrer un certain nombre, discuter avec un certain nombre de personnes. Donc c'est au retour, donc, c'est-à-dire qu'il y aura un rapport, c'est le rapport qui va fixer la nouvelle date. Pour ma part, je disais... C'est le gouvernement le problème? J'ai toujours dit, il y a beaucoup d'obstacles. J'ai toujours dit,
on pouvait autoriser ce qu'on appelle conférence, moi j'ai appelé, c'est un monologue entre ceux qui sont victimes de ce qu'ils reprochent aux autres. Ils monologuent. Et je dis ce monologue pouvait être généralisé. Mais il y a quand même eu des voix se sont élevées dans la partie francophone pour dire que non, il ne devrait pas. C'est une affaire camerounaise dont on ne devait pas exclure les francophones. Je doute que cela soit honnête. Oui. Nous avons tous des origines. Que nous soyons des Camerounais, que nous sommes devenus par la suite, nous étions d'abord de peuples sans nom. Oui. Cette dénomination arrive à un moment donné de l'histoire. Et les peuples étaient organisés et vivaient selon une forme d'organisation avec à leur tête des chefs qu'ils élisaient ou qui s'autoproclamaient à travers des guerres et autres. Là n'est pas le problème. La crise est pour moi, opportunité. Ou alors devait être une opportunité en période de grandes opportunités. Nous savons que dans l'histoire, les crises, quand elles arrivent, elles procèdent de beaucoup de manquements et de faillites. Mais cependant, la crise, qu'on trouve des solutions pour régler sur le long terme bien de problèmes. Alors, que quelques-uns qui ont bénéficié de la largesse du président de la République lors des événements, après les événements du 6 avril, prouvent que le président de la République ne peut pas utiliser la même largesse pour permettre à ceux qui ont été arrêtés de participer à une conférence pour résoudre un problème. Je trouve que ce n'est pas bon. Cela vient de mon ancien directeur des opérations de transport à la Régie nationale de chemin de fer. Mais est-ce que c'est pas un... Il est passé par là. Est-ce que c'est un procès que vous faites? Non, non, c'est pas un procès. Ce n'est pas bon. C'est des gens qui... Et je crois qu'il portait la parole du gouvernement. Hein, non, 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 je ne pense pas. Comment ça? Cela n'est pas de Paul Biya. Je ne pense pas. Je doute. Mais est-ce que Paul Biya a démenti les dires de Issa Thiloma Bakary? Vous savez que Paul Biya, notre président, j'ai essayé d'observer et pratique aussi la théorie du laisser faire, laisser passer. Avec le temps, les choses peuvent se résorber. Il ne s'est jamais précipité pour résoudre un problème. Même s'il y a pourrissement? Nous le voyons. Il a fallu du temps pour qu'ils disent préparez-vous à une éventuelle concurrence. Mais des gens avaient déjà marché pour dire non à telle chose qui est précipitée. Ce que je veux dire, au lieu de préalable, moi j'ai pensé que la demande du cardinal et des siens était une forme de facilitation. Ce n'était pas une condition sine qua non à la tenue de cette conférence. Que le chef de l'État élargisse ou pas, cela n'aurait pas empêché la tenue de la conférence. C'est qu'il y a eu des gens qui se disent cela relève du pouvoir régalien de l'État. Combien les villages ou les chefs de village ont réglé des conflits entre villages sans que l'État s'interpose? Est-ce qu'il faut laisser... La n'est pas la même. Hein? Peu importe. Voilà des gens qui ont une certaine notoriété, qui peuvent être écoutés. L'autorité, telle que j'ai lu, l'autorité procède de ce que vous avez une certaine autorité et vous pouvez vous faire obéir. L'autorité n'est pas seulement la détention du pouvoir que vous donnent les lois. Donc, pour ma part, le problème, c'est peut-être l'agitation de quelques-uns en chemise de nuit, tel le maire de la ville où devait se tenir cette réunion. Et il y a aussi les éléments du système qui ont neutralisé le président de la République avec leur système, l'endormissement,
pour dire que si ce n'est pas l'État, alors que l'État n'est rien d'autre, n'émane que du peuple. L'État n'est pas une structure imaginaire. L'État, c'est d'abord le peuple. C'est les lois qui régissent la vie en communauté dans l'intérêt général. Okay. Ce n'est pas pour l'intérêt de ceux qui sont aux affaires. Et c'est de ça qu'il s'agit. S'ils n'ont pas pu le faire parce qu'ils étaient emballés par la recherche de la satisfaction de leurs intérêts personnels et non de l'intérêt général, qu'il y ait quelqu'un de bonne volonté qui veuille le faire, on met les bâtons dans les roues. Ok, voilà. Binkou, comment vous prenez-vous cette situation? C'est-à-dire que les gens s'asseyent pour vouloir mettre fin à un conflit, mais qui est toutes ces entraves-là. Comment vous percevez ça? Comme il a dit, dans le système, il y a des gens qui ne veulent pas que le conflit soit résolu. Comment vous percevez ça? Alors, Serge Alain, pour moi, la raison pour laquelle la crise anglophone bloque aujourd'hui est la même raison, je veux dire la conférence bloque. Oui, conférence générale anglophone. Oui, bloque. Est la même raison pour laquelle la crise anglophone a commencé. Oui. Elle est la même raison pour laquelle certains de nos leaders, des leaders d'opposition aujourd'hui sont enfermés. Et cette raison, c'est la non-volonté ou alors le manque de volonté d'écouter les revendications du peuple. Rappelez-vous au début de cette crise, alors que les revendications étaient encore citoyennes, oui, l'État a réagi par la répression. Et quand on a le cardinal Christian Toumi et sa suite qui ont une telle initiative, on a l'impression que le gouvernement a spécifiquement peur de deux choses. La première chose, c'est qu'il craint de voir son inefficacité à gérer cette crise étalée aux yeux du monde. Bon, c'est déjà le cas parce qu'on tombe bientôt à 3 ans et les choses ne vont que s'empirant. Donc, ils nous ont longtemps brandi qu'ils ne peuvent pas communiquer avec les sécessionnistes. Oui, il n'y a pas d'interlocuteur. Alors maintenant que le cardinal Christian Toumi et sa suite se présentent comme interlocuteurs, ils ont peur. Ils craignent que si jamais ils réussissent à mener à bien ce dialogue, ils seront face à leurs limites et leurs faiblesses. Et la deuxième chose qu'ils craignent, c'est d'être confrontés à la décision du peuple. Parce que quand on observe aujourd'hui la gestion du gouvernement, récemment, ils ont mis sur pied le ministère de la décentralisation, qui est pour moi l'un des ministères les plus aériens du gouvernement. De ce gouvernement, on comprend que la décentralisation n'est pas effective et qu'elle n'a pas d'effet. Maintenant, il nous reste quoi? Fédéralisme. On parle d'accélération du processus, ça c'est le terme qui revient. Oui, oui, ça c'est le terme. Processus de décentralisation. Sincèrement, les choses sont en train de se mettre en place petit à petit. Petit à petit, 36 ans plus tard, c'est-à-dire, ce n'est pas lent. Il y a déjà au moins un ministre. Moi, je ne connais même pas le nom de ce ministre, en fait. Et je ne suis pas sûre que 50% des Camerounais connaissent le nom du ministre de la décentralisation. Donc moi, je dis, toutes ces méthodes qu'ils prennent là et tous ces termes qu'ils utilisent, c'est juste du cosmétique. Donc maintenant, ils se rendent compte que il reste sur la table soit la sécession, soit le fédéralisme ou le régionalisme. Mais la plupart des acteurs politiques ont montré qu'ils ne sont pas pour la sécession. Ouais. Donc, on opte maintenant plus pour le régionalisme. Parce que, imaginez un peu, avec le régionalisme, Bamenda, par exemple, le Nord-Ouest, pourra lui-même développer le barrage de Mentio. Et avec le barrage de Mentio, avec la puissance énergétique qui sera libérée, des entreprises budgétivores comme la Sonel seront tout simplement effacées parce qu'ils pourront eux-mêmes gérer leur énergie, qu'ils pourront revendre aux autres régions. Donc je me dis qu'ils ont peur de voir afficher leur incapacité aux yeux du monde et d'être confrontés au choix du peuple, de la majorité. Ok, Charles Lisan, je sais que vous bouillonnez, vous avez envie de répondre. Votre agenda, il est plein là, de petites notes. C'est bien cela? Bon, vous avez suivi comme tout le monde, c'est le gouvernement qui coince. La conférence générale anglophone. Quel est votre avis là-dessus? Bon, mon avis est simple, c'est Jalin.
Mon grand-père, bon, nous qui allons souvent au village, mon grand-père, avant qu'il ne meure, me disait souvent que quand on a le palu et qu'on veut le soigner, quand on prend un médicament qui vous donne la lèpre, le palu est mieux. C'est mieux d'avoir le palu que de prendre les remèdes qui vous donneront plus tard la lèpre. Ce n'est pas pour vous soigner. Parallélisme des formes, je voudrais dire ici que tous les conflits du monde entier qui se sont résolus plus tard sont passés parce que Mademoiselle Guinco tout à l'heure a dit qu'il fallait que les gens s'asseyent pour causer. Mais la grande fête foraine où on s'assoit pour causer, où on signe des résolutions, est précédée des préalables. D'abord, la SDN qui a été créée après la guerre mondiale, l'Union africaine, tout ça. Il y a eu les grandes conférences de Yalta, en Crimée, à Addis Abeba et tout. Il y a d'abord des préalables avant. Les préalables, c'est quoi? C'est que j'accepte de causer avec monsieur Béguiné, j'accepte de causer avec Fauti, avec qui j'ai eu des démêlés avant. Il faut bien qu'on s'asseye pour causer. Premier problème, quand les acteurs de la société civile, quand les acteurs politiques vont s'asseoir et nous trouver au bouc émissaire qu'est le gouvernement, ça ne va pas aller. On est de mauvaise foi si on arrive ici et on dit que ce n'est que le gouvernement le seul responsable du blocage de la tenue de cette conférence. Est-ce que tous les anglophones, entre guillemets, eux-mêmes sont pour cette conférence? Première question. Deuxième question, est-ce que tous les acteurs de cette crise qui ne fait que s'envenimer, et je suis d'accord, ont été tous appelés, tous s'asseoir, pour parler et pour organiser cette conférence? Deuxième question. Troisième question. Pour ajouter un peu de l'eau dans vous, je l'ai dit qu'en janvier, ils se sont retrouvés, les 4 ministres du culte. Tout à fait. Et ont envoyé des missions en Amérique, en Europe, pour discuter avec certains acteurs de ce côté. Non, il faut dire la vérité, ça, il y a rien discuter avec ceux qui financent la rébellion, la sécession. C'est eux qui sont allés rencontrer? Il y en a, oui, bien sûr, on les connaît. Est-ce que ceux de la diaspora qui sont pour le règlement pacifique de ce conflit ont été approchés? Est-ce qu'il n'y a pas que des radicaux qui ont été approchés? Même dans le champ du gouvernement, il y en a que cette situation arrange. C'est clair. C'est parce qu'on est dans un gouvernement où quand même l'information ne circule pas trop. Cette situation les arrange. La quatrième chose, on ne peut pas vouloir faire la paix, parler paix, causer paix, en posant des préalables aussi. C'est-à-dire, c'est pas. Donc c'est ça qui a dérangé. Vous ne pouvez pas demander à un État régalien de prendre son bras armé, qui est son armée, les forces de défense et de sécurité, de déposer des armes bilatéralement, c'est-à-dire au même niveau que ceux d'en face, les sécessionnistes qui ont pris les armes. Ça ne peut, dans aucun monde entier, ça n'existe. Vous ne pouvez pas demander à ce que on libère ceux qui ont été pris dans le cadre de ces opérations-là et qui sont emprisonnés en attente de jugement ou pas, de les libérer. C'est-à-dire, vous commencez par poser des conditions avant d'aller régler le problème. Et il y a un grand penseur qui disait souvent que la solution d'un problème est dans la recherche de la solution à ce problème. C'est psychologique. À partir du moment où je fais des blocages, à partir du moment où je choisis avec qui causer, je n'ai pas à choisir avec qui causer avec MSC. S'il faut à un moment donné que le RDPC m'envoie. Mais Charles Elie, en même temps, on fait le reproche au pouvoir de choisir, parce que le pouvoir dit qu'il n'y a personne. Le pouvoir, il n'y a pas d'interlocuteur. Le pouvoir est le seul dans cette histoire qui a la force légale. Si vous voulez même le pouvoir, le même titre que les sécessionnistes, alors il n'y a plus d'État. Le pouvoir est le seul qui a la force légale. Qu'on aime Issa Chiroma ou pas, qu'on aime Famon Dongo ou pas, qu'on aime Atangandi ou pas, à partir du moment où ils sont investis de la puissance de l'État ou qui sont ministres et qui représentent ce gouvernement-là lors de la résolution d'un conflit, vous les acceptez. Maintenant, de l'autre côté, on va causer avec qui? Point d'interrogation. Moi, je suis catholique, croyant, pratiquant. Je crois en l'Église. Le président de la République, Paul Biya, fils de catéchiste, ancien séminariste, croit aussi en Dieu. Dans la preuve, il juge la Bible et généralement fait toujours la messe quand il prend le pouvoir. Donc, je ne peux pas accepter ici qu'on vienne me faire comprendre qu'il est celui-là qui ne veut pas que la paix vienne et qui peut être celui-là qui mettra les bâtons dans les roues au cardinal Christian Thomas, qui est cette autorité morale de la République en termes du clergé. Non. Pour terminer, Serge Alain,
Mademoiselle Binkou, vous êtes actrice de la société civile politique. Sincèrement, vous devez connaître le nom de vos ministres. Le dit, vous entrez là dans ce marasme-là de ceux qui veulent causer avec certains qui aiment, d'autres qui n'aiment pas. Si le MSC est demain au pouvoir, ce que je ne souhaite pas, je ne m'asseoirai jamais dans un plateau pour dire que je ne connais pas le nom du ministre de l'Agriculture parce qu'il serait du MSC. Non. C'est le ministre de l'Agriculture pour le moment. Je l'aide à ce qu'il mette notre agriculture, qui était peut-être la deuxième génération, à la troisième génération. Pour terminer, les trois copains avant moi ont parlé du peuple. La décision du peuple. Eh bien, le peuple a choisi. C'est lui qui lui a proposé son programme et un autre, ils l'ont refusé parce que le 7 octobre, le peuple a choisi celui qui l'a choisi, qui est son excellence pour le bien. Donc, nous ne parlons pas ici au nom du peuple. Chacun de nous ici parle à son nom propre. Laissez le peuple où il est. Le peuple aura le choix, dans quelques mois, de choisir ses représentants à la Chambre basse et dans les collectivités territoriales décentralisées. Et oui, effectivement, la décentralisation est en cours et elle arrive. Je vous en prie. Ok, permettez qu'on avance. Bon, quelques secondes. Oui, quelques secondes. Je dirais, entendons-nous, il y a plusieurs notions sur le concept de l'État. Parmi cela, voici ce que le droit dit, juridiquement. Ensemble des pouvoirs d'autorité et de contraintes collectives que la nation possède sur les citoyens et les individus en vue de faire prévaloir ce qu'on appelle l'intérêt général et avec une nuance éthique, le bien public. L'État, ce n'est pas les gouvernants. Il faut que l'État appartient à la nation. Où sont les députés depuis que il s'agit de ce problème? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous comprenons que leur problème, c'est attendre qu'on leur donne le mandat. Et puis quand ils ont fait le jeu de voter les semblants de loi, ils ne contrôlent plus l'action. Oui. Hein? Si c'est ça mon frère, si c'est ça mon frère, l'État, ceux qui sont au niveau de l'État, c'est des vigiles. C'est des vigiles. Non. Attends, je veux dire ce que j'entends par je voulais qu'on reste c'est des sentinelles. C'est-à-dire que sur la base des lois que le peuple s'est données, ils sont là pour veiller que vous et moi les respections. Voilà, mais ils ne sont pas l'État. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Vous dites que personne n'a rien fait. Restons sur ceux qui ont tenté de faire quelque chose. Vous permettez. Ceux qui ont tenté de faire quelque chose, ce sont ces ministres du culte là, et on parle de la conférence générale anglophone. Pourquoi ça ne marchait pas jusqu'ici? Ok. On va rester, comme m'a dit Charles Lisan, il y a des personnes qui sont contre cette initiative. On a vu les sorties du maire de Buea, Patrick Kema et Sungé. À la suite, certains membres de ce collectif, parce qu'il y a non seulement des hommes d'église, mais ici il y avait aussi Simon Munzo et Eli Smith. Certains ont même poussé, certains agissements ont poussé Eli Smith à remettre son tablier. Pour dire que même du côté anglophone, il y a des problèmes. Ok, j'aimerais rapidement dire à mon frère Zanzan que j'irai. Est-ce que dans la partie anglophone, tout le monde est pour et avec le cardinal Toumi? J'irai sur la Bible, n'est pas signe de. Oui, répondez à moi que je vous en prie. Dans la partie. Est-ce que tout le monde est pour dans la partie anglophone, tout le monde ne peut pas être pour. Voilà. Parce que le fait qu'on accepte l'initiative du cardinal et les siens ne voudrait pas dire que la velléité sécessionniste est inexistante. C'est parce que cette velléité-là est existante que Christian Toumi dit à un moment donné, essayons de questionner le problème. Parce que lorsqu'on va dans la résolution d'un conflit, il y a plusieurs dimensions du problème qu'il faut mettre sur la table. Il y a d'abord la dimension historique. Qu'est-ce que ce peuple pense de son passé? Il y a la dimension anthropologique. Comment ce peuple réagit? Comment est-ce que ce peuple a été cultivé? Ça dit que il y a la dimension sociologique. Et puis, il y a la dernière dimension qui est politique. Parce que je n'aimerais pas évoquer la dimension militaire, qui pour moi est le dernier recours, mais qui malheureusement a été utilisé au premier recours, parce que nous avons vu au début de la crise, la police a intervenu. Le premier jour, lorsque les gens marchaient main nue,
avant même que les armes n'arrivent par la suite. Le reconnaître voudrait dire que nous avons tous péché. Accepter que ce problème existe voudrait dire que nous acceptons que nous pouvons trouver la solution. Du côté anglophone, il y a bel et bien des sécessionnistes, mais ils sont tellement minoritaires qu'on ne peut pas se tabler sur eux pour mener une guerre. Pour moi, c'est ça le problème. Parce que lorsque... Faut-il vous minimiser leur oui, mais action? non, je minimise leur action pour une seule raison. Imposer 10 jours de lockdown? Oui, ça dit que les 10 jours parviennent à réussir parce qu'il y a du côté de ceux qui sont chargés. Imposer les villes mortes tous les lundis. Je vais vous dire pourquoi ça marche. Oui, ça marche pourquoi? Du côté de l'État, il y a une certaine inertie. Et cette inertie, moi je l'ai rappelé plusieurs fois ici sur le plateau, que le fait que la guerre dure 3 ans amène une partie du peuple à avoir plus peur désormais des sécessionnistes et que de leur infraction vis-à-vis des lois de la République. Ça veut dire que si ouvrir son commerce est une obligation, pour le fait qu'on doit ouvrir son commerce et subir l'action des sécessionnistes sans avoir directement la protection de l'État, ou du moins un communiqué de l'État qui dit « Nous avons vu, nous déplorons ». Mais comment voulez-vous donc que les personnes qui détiennent les commerces, les écoles et autres parviennent à sortir de la maison? Lorsqu'autour d'eux, il y a une bande de 3-4 personnes, parce que pour incendier un village, on n'a pas besoin d'être 10, d'être 50, d'être 100. Pour incendier un hôpital, on n'a pas besoin d'être 2 ou 3. C'est une bouchette d'allumettes. Et puis, tout s'en va. Mais il faudrait donc, puisque du côté anglophone, il y a des extrémistes qui ne veulent rien comprendre, et comme M. Zanzan vient de dire, les organisateurs de cette conférence sont allés hors du Cameroun et rencontrer des personnes qu'ils estiment qui peuvent participer positivement à cette conférence. Ils posent la question de savoir pourquoi on est allé causer avec ceux qui financent la sécession. Mais lui pose en retour la question de savoir est-ce qu'on est allé aussi voir ceux qui sont contre la sécession. Ça dit tu conclus un problème et tu poses la question après, au lieu de poser la question avant de tirer la conclusion. Pour moi, c'est un peu très facile de dire on est allé rencontrer ceux qui financent la sécession. C'est jaloux. Moi, j'ai comme l'impression que les gens pensent que la construction d'un État comme le Cameroun, avec plusieurs réalités anthropologiques, n'est pas un jeu. Il ne faudrait pas que les gens se leurrent. Tout passe par amener les gens à accepter qu'ils appartiennent à cet État-là et reconnaître à un moment donné les injustices qui motivent les gens à vouloir désobéir. Parce que le président Mbia le disait lui-même, je pense que c'était à Yaoundé, lors de la visite de l'ex-président français François Hollande, il disait nous devons davantage lutter contre les injustices et la misère qui favorisent le terrorisme. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que reconnaître que nous avons péché est un préalable. On ne peut pas résoudre un problème en refusant l'existence du problème. Le fait que la conférence anglophone bloque, c'est parce que du côté du gouvernement, les gens pensent que le cardinal Christian Toumi est qui pour donner une telle initiative? Parce qu'il y a des personnes dans ces pays qui pensent que toutes les solutions devraient passer par eux. C'est pour cette raison que vous voyez, même du côté entrepreneurial où nous sommes, il y a des gens qui pensent que tant qu'ils ne détiennent pas le brevet, qui pensent qu'ils détiennent désormais le brevet de la résolution des problèmes du Cameroun et même de la construction de notre économie. C'est un véritable problème. De savoir que du côté anglophone, il y a des sécessionnistes, du côté du gouvernement, il y a également des extrémistes, et il a bien fait de le reconnaître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Ellis Smith, à un moment donné, je ne bien pourquoi? Parce que Simon Mundo, autant pour moi, il se trouve au milieu de ce que M. Maurice Kamto appelait à un moment donné entre deux feux. D'un côté, un feu légal, et de l'autre côté, un feu illégal. Il subit la pression des sécessionnistes qui lui disent mais pourquoi tu allais rencontrer le gouvernement de la République? Si tu continues, nous on te tue. Et du côté du gouvernement de la République, le simple bout de papier qu'il faut pour que les gens aillent s'asseoir et commencer à se regarder en face pour dire comment pouvons-nous faire de ce problème le gouvernement ne donne pas. Maintenant, parlons des préalables. Quels sont les préalables dont attend le gouvernement de Yaoundé pour organiser la conférence? Au début, on avait demandé la libération de certains prisonniers de la crise anglophone. Ce que le gouvernement a dit, non, nous ne pouvons pas libérer des criminels qu'on a arrêtés dans le cadre d'une crise. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, la libération de ces prisonniers soit partie des conditions pour l'obtention de l'autorisation d'organisation de la conférence. Parce que c'est ce jeu de mots qui fait à ce qu'à un moment donné, on pense que non, les sécessionnistes ont vu les organisateurs de la conférence et leur ont dit, si vous faites ci, si vous faites ça, nous allons discuter. Non.
La libération des prisonniers n'est pas une obligation. Jusqu'à présent, les organisateurs demandaient que le gouvernement donne son accord et participe même à cette conférence-là, qui n'était pas la conférence de résolution du problème anglophone, mais plutôt la conférence du questionnement de ce problème, parce qu'il fallait qu'on admette son existence. Pour moi, c'est ça, c'est ça le problème. Donc, il existe déjà. Oui, voilà, ok. Il existe alors. Comment donc on fait? C'était le choix des interlocuteurs du côté anglophone. Voilà. Je vais préciser une chose. Les interlocuteurs. Non, je vais préciser une chose. Permettez, je vais préciser une chose. Nous n'avons pas dit ici que les missions en Europe et en Amérique, dans les Amériques, c'était pour rencontrer. Non. C'est pour rencontrer des Camerounais. Justement. Voilà. C'est que. C'est l'équipe que j'ai fallu lever pour lui dire non. Ils sont allés rencontrer nos frères camerounais. Qui peuvent permettre à cette conférence de tenir et ou du moins ça une issue favorable de sortir de là. Voilà. Binko, dites-moi, restons sur les préalables. Je crois que c'est de là que tout est parti. Les préalables ici, c'était la libération de tous les détenus de la crise, un cessez-le-feu et une démilitarisation de la zone. Vous comprenez que le gouvernement se soit braqué face à ces préalables ici? Alors, aux dernières nouvelles, je ne maîtrise pas bien la date, mais c'était récemment. Oui. Ils ont prévu libérer 289 prisonniers. Oui, ça a été fait. Ça a été fait. Oui. Maintenant, je me demande pourquoi 289? Pourquoi pas 290 ou 291? Oui. Donc, ce qui nous fait comprendre que l'État prend... Vous avez les chiffres de tous les prisonniers de la crise? Non, nous n'avons pas les chiffres. Mais ils étaient plus de 289. Oui. Donc, on comprend là que le gouvernement prend ses décisions à partir de ce qu'il pense, sans consulter les autres. Or, moi, je me dis que même avec ses ennemis, il faut dialoguer. Si on prend le cas des États-Unis et la Corée du Nord, vous avez vu que Obama, Clinton et consorts, ils ont toujours refusé de dialoguer avec la Corée. Récemment, Donald Trump a ouvert le dialogue et on ne parle plus de Troisième Guerre mondiale. Donc, moi, je me dis, ils étaient en conflit. Donc, moi, je me dis qu'il faut parfois écouter ses ennemis, même ses ennemis, pour éviter une crise encore plus grande. Donc, c'est ça qu'il faut. Il faut dialoguer. Parce que le ministre Chiroma disait à l'époque que les taxaient des terroristes carrément. Alors, tout comme Charles Élizan vient d'affirmer que le clergé et ses religieux ont envoyé des Camerounais discuter avec des terroristes. Mais oui, des financiers. Mais si on vous demande, si on vous demande d'apporter une preuve de ce que vous dites, est-ce que vous êtes en mesure de le faire? C'est une question, je réponds. Non. Je vous réponds. Je peux? Oui, allez-y. Ok. Premièrement, les États-Unis et la Corée ne sont pas ennemis. Les États-Unis et les terroristes sont des ennemis. Vous ne verrez jamais un gouvernement américain s'asseoir sur une table de négociation avec les terroristes. Il les tue. Laissez-moi avancer, s'il vous plaît. Laissez-moi avancer. Il s'agit d'éduquer les Camerounais qui nous suivent. Nous avons la quintessence d'être ici. Parce que quand Serge nous invite, c'est qu'il estime qu'on peut. Les États-Unis et la Corée ne sont pas ennemis. Il n'y a pas d'abord d'ennemis entre États. Ça n'existe pas. Entre États, ça n'existe pas. Maintenant, les États-Unis ne discuteront jamais avec des terroristes. Jamais. Quand vous êtes terroriste pour les États-Unis, ils vous abattent. Quand ils peuvent vous abattre. Ou même tu que le Mossad en Israël, ou même tu que le FSB, qui est le KGB, qui était l'ancien KGB en Russie. Ça n'existe pas. Bon, maintenant, si vous voulez prendre cet exemple pour que le gouvernement camerounais aille causer avec les terroristes, vraiment, moi, je veux faire 3 pas en arrière. Je dis et je répète. Ils ont discuté avec les terroristes au nord de Boko Haram pour libérer les otages. Ils ont versé de l'argent. Je dis et je répète, le gouvernement camerounais a même versé de l'argent à Boko Haram. C'est les Français qui voulaient libérer leurs gens qui ont versé de l'argent à travers les intermédiaires camerounais. La mauvaise foi revient. Ce n'est pas la mauvaise foi. L'indignation sélective n'est pas de mise ici, monsieur Fossé. Vous ne pouvez pas choisir ce qui vous arrange chez Bia et choisir ce qui ne vous arrange pas pour le jeter en partie. Mais tout ne peut pas nous arranger chez Bia, tout comme chez vous. Pourquoi voulez-vous que tout nous arrange? Est-ce que je peux avancer? Bon, maintenant, je répète ce que j'ai dit sur ce même plateau. Pas le même plateau, c'est à blanc de réponse. Face à un de vos camarades qui s'appelle Maître Roland Diouf, qui est avocat et qui a tous les canaux pour pouvoir saisir la justice après. Je dis et je répète. Ceux qui financent la sécession dans la zone anglophone, on les connaît déjà. Au début, se cachaient, ils ne se cachent plus. Ceux qui les financent, qui sont de la diaspora,
Et les émissaires du clergé anglo-saxon qui sont allés la rencontrer pour causer avec eux, je n'ai pas dit que c'est une mauvaise chose. Ça peut être bien, mais ils sont la vérité, c'est les Dieu aussi qui sont allés raconter ceux qui financent cette sécession. C'est ça qui est la vérité. Ils sont allés rencontrer des Camerounais. Ils sont Camerounais, mais ils financent la sécession. C'est pas possible, monsieur Fonsi. Je vous dis ce qui s'est passé. Oui, Camerounais, pas c'est Camerounais ou Français ou Centrafricains. C'est des Camerounais qui financent. Allez-y. Non, je vous en prie, monsieur Fonsi. Allez-y, Charles. C'est comme ça qu'on m'a demandé l'autre jour s'il y a une preuve entre la BAS. Bon, passons. C'est elle qui a la parole. Je peux continuer. Tu continues, madame. Allez-y. Oui. Donc, vous ne pouvez pas. Si vous voulez justement qu'on arrange ce problème, commençons par être sincères. Et moi, je suis sincère. Et je vous ai dit, quand je viens sur un plateau de télé, je ne fais pas du populisme. Parce qu'il s'agit de la vie des Camerounais. Le riz de Ndom me manque. Aller me balader à Limbe me manque. Aller à Bamenda me manque. Je ne peux pas aller actuellement parce que ces gars peuvent me zigouiller. Parce que ça ne va pas là-bas. Il faut donc trouver les solutions pour que ça aille. Si je parle de moi, je parle des 25 millions de Camerounais qui ne sont plus libres de se mouvoir dans ces zones-là. Si nous voulons donc régler ce problème, il faut qu'on dise donc les vérités, qu'on soit du RDPC, du SIF ou du MRC. C'est ces vérités-là qu'on doit dire. On ne doit pas choisir ce qui nous arrange, ce qui nous arrange. Charles, le problème se pose justement quand vous dites qu'on ne doit pas discuter avec, entre guillemets, les terroristes. C'est ça le problème. C'est Jalin. On va donc discuter avec quel interlocuteur a besoin de pouvoir. Le Cameroun, aujourd'hui, on a l'impression... en fait, c'est que, comme on dit au quartier, ce qui est arrivé aux autres commence à nous arriver. Quand on était un peu petit, on voyait des guerres ailleurs, on se disait qu'on est à l'aise. On se disait qu'on est tranquille. Depuis qu'on a ça avec le Boko Haram, le Septentrion, avec ce qu'il y a eu, Séléka du côté, Tibalaka du côté de l'Est, avec les gars qui nous tuent les éléphants là-bas, à Ngaoundé, qui enlèvent les gens. Aujourd'hui, la crise anglophone, on se rend donc compte que le Cameroun est face aux défis actuels de la société. Et je vous assure, on en sortira grandi. Et les erreurs commises aujourd'hui, et je le reconnais, certains de mes camarades qui sont revêtus du pouvoir public pour gérer ce problème, au départ, n'ont pas eu l'attitude qu'il fallait. L'attitude humble et modeste qu'il fallait pour approcher leurs frères et régler ce problème. Ils ont eu l'attitude condescendante. Et je le dis et je continue à le dire. Merci. Et maintenant... Merci, Non, je vous dis, je dis parce que vous faites plaisir. Merci. Donc, maintenant, il faut aller vers la résolution de ce conflit. S'il faut aider le cardinal Christian Tchoumou, s'il faut aider le clergé, n'oublions pas aussi qu'en tant qu'anthropologue, c'est vrai que vous ne croyez pas en Dieu, mais nous on croit en Dieu. Ça pose aussi un problème. Parce qu'il y a aussi certains anthropologues comme vous qui estiment que ce n'est pas le clergé qui devait y aller, que c'est les historiens. Il faut. Parce que quand on mélange de tout là-dedans, et les oignons, et les tomates, et tout pour faire le corps. Non, mais justement, Charles, ils ont saisi la balle, puisque personne ne faisait rien jusque-là. On ne peut pas faire le procès à l'église au clergé d'avoir tenté. Je suis pour qu'on donne tous les moyens au clergé pour organiser cette conférence. Mais maintenant, c'est les préalables posés par eux-mêmes, ceux-mêmes qui organisent cette conférence, sous-jacent, c'est-à-dire il y en a qui sont en bas. Moi, j'ai une question simple que je vais poser, qui peut être par lettre bête. Qui finance cette conférence? Question bête, qui finance? On aura les initiateurs sur ce plateau et de ces jours. Je voulais aller dans le sens de mon cher compagnoliste. Parce que nous avons besoin que cette souffrance qui commence à se ramifier dans notre pays ait un terme. Je redis, le président a dit qu'il a besoin de gens pour l'aider. Donc, si il y a de bonnes volontés qui se sont manifestées, débarrassons-nous des préjugés. Les préjugés, c'est quoi? Tous les anglophones ne sont pas d'accord. Laissons ceux qui iront. Voyons les propositions qui en sortiront. C'est pourquoi, mon frère, j'ai parlé d'abord de... Ça, pour moi, c'est un monologue. Les gens d'une même... Voilà, le linge sale doit se laver en famille. Ils font leur monologue et ils sortent, ils disent, voici ce qu'on peut faire. Et c'est là-bas qu'on verra effectivement que ce qui avait été les sécessionnistes ne sont qu'un morceau de sucre dans un seau d'eau. Et alors, on ira avec les nôtres
Parce que les milliards que nous perdons là-bas, nous aurons d'ici peu une répercussion violente sur le fonctionnement de notre État. C'est parce que vous n'êtes pas entrepreneur que vous ne comprenez pas que les répercussions sont déjà là. Saisissons l'opportunité que le président nous a donnée. Nous a donné en tendant la main, en demandant de l'aide. Et saisissons l'opportunité que nous offre cette crise pour résoudre les problèmes que nous négligions. Saisissons l'opportunité que nous offre Serge Alain autour pour parler aux Camerounais étant sincère. C'est notre part de pierre qu'on apporte ici. Vraiment, mon ami, je suis d'accord avec vous. On est tombé d'accord. Ok, merci. Bonsoir Cédric Noufélé. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Le 20h, dans quelques minutes, Cédric, au menu ce soir. Ce soir, nous parlerons des propos controversés du président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Vous le savez, opérant de l'Élysée, il a défendu le franc CFA alors qu'il y a une vague de critiques sur le continent africain par rapport à cette monnaie utilisée par une quinzaine de pays africains et qui est considérée comme un frein au développement de l'Afrique. Lui, il estime que c'est une monnaie qui garantit la stabilité économique et financière. Comment réagissent les milieux économiques à la suite des propos d'Alassane Ouattara? Nous en parlerons dans le journal de 20h. Et vous suivrez également les propositions d'un ancien fidèle membre fondateur du RDPC à Paul Biya concernant la résolution de la crise anglophone. Il se présente comme chirurgien. Vous écouterez ses propositions pour sortir de cette crise qui impacte sur l'économie nationale depuis près de 2 ans. Et nous parlerons bien sûr de l'université avec la nécessité d'améliorer les équipements dans le laboratoire afin de permettre aux étudiants de bénéficier des outils nécessaires pour améliorer la performance académique et pouvoir correspondre aux besoins réels sur le marché de l'emploi. Nous en parlerons dans un instant. Serge Alain. Voilà, développement de tous ces titres, c'est dans le 20h que va présenter une fois de plus Cédric Noufélé. Quant à moi, madame, monsieur, je vous retrouve après, toujours en compagnie de mes 4 invités pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Madame, monsieur, place tout de suite à la pause. Journal. Retour sur le plateau Equinox Soir, c'est la deuxième partie réservée au débrief, madame, monsieur, toujours en compagnie de Charles Elisan, Faustin Josou, Binkou et Beguenei Abek. Dites-moi, lorsque le professeur Titus Sedjoua dit dans les propositions, il demande la première, c'est une adresse solennelle médiatisée du président de la République à la nation, ordonnant l'arrêt des hostilités sans délai, déclenchant le retrait des dispositifs militaires dans ces 2 zones, dans le respect des règles de sécurité, bien évidemment. Ça, c'est le professeur Titus Sedjoua qui le propose. Est-ce qu'il peut être écouté? Paul Biya va-t-il écouter, Paul Biya? Va-t-il écouter, professeur Titus Sedjoua? Là n'est pas le problème. Le problème, pourquoi? C'est la pertinence des propositions. Oui. Et le président de la République n'étant pas sourd, à lui d'apprécier. Seulement, j'aurais souhaité qu'il communiquât autrement. C'est-à-dire il pouvait s'adresser au président de la République sans... Ce soit une lettre ouverte. Ok, donc vous avez un problème avec la lettre ouverte? C'est que j'ai pas un problème avec, c'est que ça peut être un prétexte pour s'obstiner à refuser une proposition qui peut être pertinente. Ok. Qu'on ne s'adresse peut-être pas au président de la République, au marché. Ok. Charles Elisan, pour vous, c'est aussi un problème? Non. Le moyen n'est pas bon, le canal n'est pas bon. La lettre ouverte tout chemin mène à Rome. Oui. Tout chemin mène à Rome, ça dépend de la pertinence des propos. Quand vous voulez utiliser le professeur, l'ancien collaborateur du chef de l'État, je ne vais pas poser, je ne vais pas me gangrener sur la forme de son, je sais pas, de ce qu'il a utilisé pour écrire au public, mais moi je questionne plutôt le fond. Oui. Le fond c'est-à-dire, le professeur Tshisekedi a proposé au président de la République
avec toute la bonne foi qu'il a, ce que le président de la République lui-même propose déjà. Donc il n'y a rien de nouveau dans ce qu'il propose pour cette situation. Comment ça? Mais il y a un comité de désarmement qui a été mis en place où le président de la République demande à ses compatriotes de déposer les armes et de retrouver la voie légale de la société. Est-ce qu'il y a mieux comme proposition? Encore une fois, on a encore tombé dans les mêmes travers, le choix de celui qui dirige ce comité. Parce qu'on n'aime pas Fayengo, alors on ne dépose pas les armes. Voilà le problème. Bon, maintenant, il demande au président de la République d'interférer dans un procès pour libérer. On va arriver après. Oui. Bon. Maintenant, et puis, il ne peut pas demander au président de la République, à partir du moment où il a déjà fait, il a demandé à ceux-là qui ont pris les armes pour un peuple qui sont censés défendre, mais qui s'égorgent tous les jours, de retrouver la voie de la guerre. Le président a déjà accepté de faire le pas. Bon. Il peut aussi dire que la lettre du professeur... Je vais le prendre. Ça, c'est la première des propositions du professeur Titus Edouard. Il dit, dans une adresse solennelle médiatisée du président de la République à la nation, ordonnant l'arrêt des hostilités sans délai, déclenchant le retrait du dispositif militaire dans ces deux zones. Il y a deux temps majeurs dans la vie politique républicaine d'un pays. L'adresse du président de la République en début d'année, en fin d'année. En fin d'année. Et lorsque le président de la République, au cours de la même année, a eu à prêter ses noms. Le président a fait des annonces fortes qui vont dans le sens de l'accalmie, qui vont dans le sens de régler pacifiquement ce problème. Maintenant, je continue à dire, demander unilatéralement aux forces de défense de se retirer de ces zones. Il faudrait qu'au préalable, que le petit habitant de Lébialem, le petit habitant de Santa, de Ndop, soit certain que le fait que l'armée se retire, les autres ne viendront pas en exaction contre ces mêmes populations. Donc, il y a des préalables à remplir. Nos forces de défense ne sont pas très contentes d'y être là-bas. Elles veulent bien se retirer. Mais elles ont un souci au-delà de se retirer. C'est la préservation de l'intégrité nationale et des personnes et de leurs biens. Ok. Bicou, sur cette disposition-là, le retrait, une démilitarisation, c'est l'expression consacrée. Donc vous êtes pour que l'armée se retire de ces deux zones? Avant de répondre à cette question, permettez-moi de revenir sur ce que M. Zhang a dit pendant une minute. Alors, je n'ai pas eu le temps de prendre la parole avant la pause de journal, mais j'aimerais dire à M. Elisan qu'il y a des années, il y a quelques années, les États-Unis considéraient les États du Moyen-Orient comme l'axe du mal. Mais cela n'empêche pas qu'ils s'asseyaient autour d'une table et qu'ils communiquaient. D'ailleurs, Donald Trump, qui a récemment ouvert le dialogue avec la Corée, n'apprécie pas beaucoup l'Iran. Il a d'ailleurs imposé à la France de retirer ses entreprises du sol de l'Iran. Mais cela n'empêche pas qu'ils s'asseyent et qu'ils communiquent. Quand je proposais à l'État de communiquer, de dialoguer avec ses adversaires, vous avez compris, sécessionnistes, terroristes, vous avez considéré toute une partie de la population comme des terroristes. Et même si c'était le cas, chez les autres, on discute avec les terroristes. Prenons le cas de la Colombie et les FARC. Ils ont bien négocié la libération de Ingrid Betancourt. Donc je pense que c'est justement parce que l'État n'écoute pas que moi je prophétise que cette crise ne sera pas résolue sous Biya. Tant que ce gouvernement n'écoute pas, on ne va pas aboutir à cette crise. Et tout à l'heure vous avez dit, après la résolution de cette crise, nous allons sortir grandis. Et puis vous avez énuméré les foyers de tension. Je suis d'accord. Certains de ces foyers de tension sont entretenus par nous, d'autres non. Ok. Vous pouvez répondre maintenant à la question sur la démilitarisation des deux régions. Tel que demandé par le professeur Titus Edouard. Les militaires sur le sol camerounais, surtout l'étendue, n'ont pas uniquement, surtout là-bas au niveau de la région du nord-ouest, sud-ouest, n'ont pas uniquement le rôle de lutter contre les sécessionnistes. Oui. Ils ont d'abord pour rôle de protéger la population.
Donc, démilitariser, les exactions ne sont pas uniquement commises par les sécessionnistes. Il y a également des citoyens simples qui peuvent commettre de temps en temps des vols et d'autres exactions. Donc, au-delà de cette crise anglophone, les militaires ont leur place dans la région anglophone. Donc, c'est votre sentiment aussi, Footing, parce que ce terme revient souvent, surtout venant de ce côté-là, qu'il faut que les militaires décampent pour qu'on commence la résolution. On ne peut pas soigner les éruptions de boutons sur la peau avec tout simplement une pommade sans toutefois administrer l'antibiotique conséquent pour détruire les gènes. Et quand on parle de démilitarisation d'une zone, il ne s'agit pas de la fermeture des bases militaires, des états-majors de l'armée, ni des commissariats, ni des gendarmeries. Il s'agit de soustraire les effectifs qui ont été envoyés dans le cadre de la crise. Mais il y a un problème qui... Non, on ne parle pas de gendarmes. On ne parle pas de gendarmes, on ne parle pas de police. Ça veut dire... Non, je comprends. Je dis juste pour que ceux qui écoutent comprennent bien de quoi il s'agit. Ça veut dire qu'il y a des militaires qui ont été envoyés dans cette zone-là. Par rapport à la situation. Par rapport à la situation, et non plus pour rester dans les casernes. Voilà. Il y a un problème actuellement qui se pose sur la démilitarisation. C'est l'ampleur de la situation que nous avons laissé tomber. C'est ça le problème. Est-ce qu'en demandant aux militaires de sortir définitivement de la zone, les populations vont désormais se sentir en sécurité? Voilà, c'est ça la question. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on essaie de prendre avec légèreté cette question des crises anglophones où les gens pensent beaucoup plus se tabler sur les étiquettes que de regarder le problème en profondeur. Il y a actuellement sur le terrain des bandes sécessionnistes. Comme j'avais dit sur ce même plateau, certaines personnes y sont arrivées parce qu'ils ont eu faim. D'autres ont vu les maisons être brûlées et n'avaient plus d'abri. D'autres ont perdu leur emploi et n'ont plus de quoi se nourrir et ont rejoint la bande. Chacun a sa raison, la raison pour laquelle il amène là-bas. Ça veut dire désormais que puisque nous avons nous-mêmes accepté de laisser la situation pourrir, il faudrait que nous acceptions aussi les épreuves qui vont concourir pour la résolution du problème. Tout ne va pas de la démilitarisation de la zone. Lorsque M. Zan parle du comité de désarmement, ça dit, ce comité, pour moi, est une farce. Voilà. Je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer. Voilà. Avant de demander à un groupe d'individus qui appuient les armes de déposer les armes, il faudrait, au préalable, comme on a vu résoudre tous les conflits, tenter d'abord un accord de cessez-le-feu. Parce que demander aux gens de déposer les armes, c'est comme s'ils étaient devenus tellement faux qu'ils ont pris des armes. Et un matin, quand on peut leur dire déposer, et ils déposent. Ça, c'est le premier problème. Le second problème, c'est que, est-ce que ces bandes armées qui reçoivent le message du chef de l'État, leur demandant de déposer les armes, perçoivent le message tel que nous le percevons? Ça, c'est la deuxième question. Est-ce que le chef de l'État, qui demande aux bandes armées de déposer les armes, voudrait admettre qu'il y a un problème parce que le problème a jusqu'alors été nié, parce qu'on dit qu'il n'y a pas de crise anglophone, donc on peut passer à autre chose. Pour moi, le message du procès du Césoire n'est qu'une proposition, comme toute autre proposition que nous avons l'habitude de faire, et sur ce plateau, et dans la presse, et à travers beaucoup d'autres correspondances envoyées en privé, et comme en public, au chef de l'État et aux membres du gouvernement. La démilitarisation, pour moi, ne fait que partie des étapes. On ne peut pas se lever ce matin, vu l'ampleur du problème, et demander à tous les militaires, revenez sur Yaoundé et Douala, désormais nous allons causer avec les sécessionnistes. Ça n'est même pas ça, c'est rentrer dans les casernes. Rentrer dans les casernes, parce qu'il y a une bonne partie qui a été envoyée déjà en renfort. Ça dit, pour moi, s'il faut résoudre la crise anglophone, et qu'il fallait que ou du moins que ma proposition tienne, je pense qu'il y a une première chose et qu'il faudrait qu'on laisse le soin aux gens, ou du moins à certaines organisations de faire. C'est d'identifier l'origine du problème et le reconnaître. D'abord, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on accepte qu'il y a un problème et qu'il y a une origine à ce problème. Commencez par là. Parce qu'ici, il y a une éruption sur la peau, c'est parce qu'il y a un microbe dans le sang. On peut passer tout le temps à mettre de la pommade, comme plusieurs dermatologues m'ont demandé de le faire pour soigner mes propres éruptions, jusqu'à ce qu'un dermatologue spécialisé me demande d'appliquer l'antibiotique
Alors, démilitarisation, désarmement, intégration, appel à l'arrêt de la guerre, pour moi, ce sont des appels qui ne tiennent pas parce que ceux-là qui sont en bourse, parfois, n'ont même pas de réseau téléphonique. Parfois, ils ne savent même pas dans quelle position géographique ils se trouvent. Parfois, c'est un pays. Oui, mais justement, parce qu'il y a des enfants qu'on traîne dans... Mais il me semble que le Cameroun vit peut-être sa première expérience de la guerre depuis son indépendance. Lors d'une guerre, il y a des enfants qu'on enroule. Vous voyez les enfants qui ne vont plus à l'école dans les régions anglophones. Où sont donc désormais ces enfants? Mais plusieurs régions, les camps des sécessionnistes. On a vu à travers des vidéos des jeunes enfants qu'on a enroulés. Oh, il y a des entreprises qui font nuit et jour. Il y a des ouvriers qu'on va enrouler parce qu'ils ont besoin. Parce que d'un côté, on leur propose aussi de prendre soin de leur donner des salaires, et ainsi de suite. Donc pour moi, il ne faut plus se tabler sur les étiquettes. Il y a un problème fondamental qu'il faut résoudre. C'est qu'il faut reconnaître qu'il y a un problème et qu'il y a une origine de ce problème. Commencer sur l'origine du problème. Accepter qu'on doit ouvrir le dialogue même avec ceux que nous terrorisons. Parce qu'à un moment donné, nous avons tous péché. Tout le monde. Ok, Charles-Élie d'abord, puis j'ai une question pour vous. Monsieur Fossi, je continue à vous dire que l'indignation sélective n'est pas bonne. Quand on veut s'indigner, il ne faut pas sélectionner. Il faut bien qu'on s'indigne sur tout. Quand vous allez toujours éviter, là il faut parler pour toujours envoyer un doigt accusateur sur le seul gouvernement, sur nous-mêmes, sur le seul gouvernement de la République, alors que nous en sommes tous plus ou moins responsables de ce qui se passe dans les zones anglophones et du sud-ouest, il y a un problème. La deuxième chose que je vais dire, c'est que dans l'histoire de toutes les rébellions, sécession, velléité nationaliste, appelons-les comme on veut, aucun gouvernement au monde n'a négocié avec des gens qui tuent leur propre peuple. Si après, un mouvement, appelons-le sécessionniste, est devenu un parti politique, si après, un mouvement sécessionniste a fini par s'asseoir sur la table de négociation avec le gouvernement, c'est que ce mouvement-là a d'abord été le premier à déposer les armes. C'est l'histoire des FARC. Les FARC sont devenus un parti politique en Colombie. Ils étaient bien avant. Ils sont devenus un parti politique en Colombie. Les FARC sont devenus un parti politique en Colombie. L'histoire corse en France. Le gouvernement français mate les Corses. Le gouvernement russe mate les Tchétchènes. C'est une bonne chose. Quand on a pris les armes contre la République, vous allez me dire qu'un enfant de Chelnebel va donc se lever parce qu'on a coupé le courant pendant 3 jours à Chelnebel, prendre la machette, prendre l'essence, aller brûler la sous-préfecture, aller brûler la mairie de Douala 2e, alors il faut bien qu'on aille s'asseoir pour causer avec lui. Non. On ne veut pas d'un pays qui est dirigé par la rue. Un pays est dirigé par les instances légales qui sont là pour le faire, monsieur Fossi-Nzonzo. On peut bien être opposant, mais il faut bien qu'il y ait le bon sens, qu'il soit la chose à mieux partager. La troisième chose que je veux dire, c'est que vous parlez maintenant du message du président de la République qui n'est pas arrivé vers nos frères sécessionnistes qui n'ont peut-être pas de téléphone, qui n'ont peut-être pas d'eau, de courant, parfois parce que la communication ne passe pas. C'est donc notre rôle à nous. Nous qui avons la chance de vivre dans ces zones-là où il y a de la lumière, nous avons la chance d'avoir une tribune aussi excellente que celle d'Equinox, de passer ce message-là. Parce qu'il vous écoute. Vous êtes un leader d'opinion. Il m'écoute. Je suis un leader d'opinion. Même quand vous avez m'insulté sur Facebook, ça ne me dérange pas. Je voudrais donc leur dire qu'il est donc temps de déposer les armes et de retrouver la légalité. C'est tout ce que je demande. Oui, alors, concernant le comité de désarmement, moi, ça m'amuse. Hein. Ça m'amuse. Quand l'État demande aux sécessionnistes de baisser les armes, alors que leurs propres militaires ne savent pas quand est-ce qu'il faut faire usage des armes. Quand on tire sur des manifestants non armés, voilà, on a fait je voudrais savoir une bonne virgule vers le MSC. Quand on tire, mais oui, quand on tire sur des manifestants l'armée n'a pas tiré sur non armés, on parle de l'armée ou de la police. Je vous en prie. De toutes les façons, on parlait des armes. Des armes, ok. Du désarmement. Donc quand on tire sur des manifestants non armés, à qui devrait d'abord s'adresser ce message? Quand le gouvernement invite les sécessionnistes à baisser les armes, il faut d'abord qu'ils soient en mesure de baisser ses propres armes. Puisque mademoiselle Binkou va en parler en une seconde, je voudrais dire à mademoiselle Binkou qu'on est parti du commissaire Ondoa Hervé qui aurait tiré sur vos amis pour un inspecteur de police qui a tiré plus tard, 4 jours plus tard. Les mêmes personnes qui ont dit qu'un commissaire divisionnaire a tiré sur vos amis, on s'est retrouvé 4 jours plus tard avec un inspecteur de police. Vraiment, quand nous voulons faire du buzz dans le virtuel, soyons sincères. On a tiré ou pas?
Non, commençons par dire que est-ce que M. Béguéda a tiré sur moi ou sur moi? Vous, le MSC, vous aimez tout ce jeu-là. On est fatigué de ça. Je vous en prie. Je ne vais pas vous laisser dire ce genre de choses. Je vous en prie. Je vous en prie. Vous pouvez le procès de l'armée du Cameroun, de la police, parce qu'une brebis égarée aurait commis des actions. Et cette femme qu'on a tuée au nord, à l'extrême nord. Mademoiselle, bien que c'est pas ça le sujet. Je vous en prie. Charles-Élie, je vous en prie, c'est pas ça le sujet. Nous le condamnons. Restons sur la première proposition du professeur Titu Sédouin. Il dit dans une adresse à la nation solennelle médiatisée. Mais on sait quand même que le président s'est adressé à ces jeunes-là le 6 novembre et le 31 décembre. En quoi cette autre adresse peut porter des fruits? Puisqu'on n'a pas... Les deux premières adresses n'ont pas été suivies des faits. Justement parce qu'il y a un malaise qui est à l'origine de la crise. Et on ne résout pas une crise par de simples mots ou de simples discours. Mais avant, je veux ouvrir une parenthèse que je referme. Le pays n'est pas dirigé dans la rue, mais c'est dans la rue qu'on va chercher le vote. C'est dans la rue, ne vote pas. C'est dans la rue que la monarchie est tombée et a laissé place à la démocratie. La monarchie était une forme, l'oligarchie une forme. Nous sommes dans une république qui a tendance à être gérée comme une monarchie par les gouvernants. C'est ce qu'il faut connaître. C'est ce qui fait problème. Quant à ce qui est du discours du BIA ou du président de la République ou alors de la proposition... Parce qu'il est cité sur une adresse solennelle. C'est-à-dire que peut-être pour seul point dans le discours, la crise anglophone. Moi, j'aurais pensé... En dehors des rendez-vous connus, c'est-à-dire le 31, le 10, c'est-à-dire un jour comme ça de l'année que le président fasse un discours où il s'adresse de manière solennelle. L'ère des discours est passée. Nous sommes à l'heure de grande... Je ne suis pas contre. Il faut un acte qui désamorce. Le temps du discours est passé. Il faut le reconnaître. Entre-temps, on a dit beaucoup de choses. On a fait des propositions. Dans toutes les propositions qui ont été faites, que le président de la République puise dedans et pose des actes. Ce sont des actes qui peuvent décrisper. Je peux donner un exemple. Oui, allez-y. Si aujourd'hui, on envisageait, au lieu du comité des armements et autres, on ne mettait même pas celui qu'on a mis là. Parce que c'est un ancien. Le procès des personnes. Non, ce n'est pas un problème. Il faut innover. Pour créer l'adhésion. Je vous en prie. Pour créer l'adhésion. Il faut être crédible. Pour créer l'adhésion. Est-ce que pour prendre la communion à l'église, je dois aimer le prêtre qui me donne la communion? Non, c'est pas le prêtre qui me donne la communion. Non, c'est pas le cas. Est-ce que je dois récompenser des gens pour résoudre une crise? Vous avez un problème avec Fayengo Francis. C'est bien cela? C'est-à-dire l'homme qui a la tête de personnes. Vous avez un problème avec Fayengo Francis. C'est les problèmes de personnes que nous essayons d'éviter qui créent les problèmes même après les élections. Vous nommez les mêmes personnes d'une même équipe pour gérer les problèmes d'une république et vous dites qu'on oublie les problèmes de personnes. L'une des choses même par rapport à ce comité... Mon frère, je vous demande en pareille crise. Attendez, terminez. En pareille crise, on aurait appliqué la théorie des organisations. On prend notre État qui est à l'origine de cette crise. On voit que l'État, comme entité abstraite, n'a pas de main pour agir, de tête pour réfléchir. C'est les hommes, on les change. Vous aurez proposé qui? Proposer qui quoi? Le Cameroun. À la place de Fayengo, vous aurez aimé avoir qui? Je parle d'abord du gouvernement. On renverse tout ce monde-là. Ceux qui étaient impliqués. Pour renverser le gouvernement, il fallait que Paul Biya ne gagne pas le 7.
C'est simple. Est-ce que Daniel, il a l'obligation de travailler avec ceux-là? Je vais avec qui? Avec les fantômes? Avec les anges? Je vais proposer. Avec les Camerounais? Avec vous? Je vais proposer. Vous, oui, les amis de je vous aime pas trop. Non, je vous aime. Je vais vous aimer, mais ces amis ne m'aiment pas beaucoup. Pas tous à la fois, pas tous à la fois. Je vais proposer une autre piste. Vous savez, c'est l'acte avec le comité du désarmement, oui, justement, c'est un DDR. Ça dit, vous savez, c'est là le problème. Oui, les populations du Nord, c'est pas le problème anglophone, mais c'est le problème de la mission de réconciliation. Oui. Le problème, ce sont des personnes qu'on envoie. Oui. Il est très difficile pour un enfant qui a connu un viol, ou du moins qui estime avoir connu un viol, et qui a connu ou qui estime. Qui a été victime d'un viol, ou qui estime avoir été victime d'un viol, et que cet enfant s'en rend compte que parmi les commanditaires se trouvait son oncle. Son oncle, vous dites? Son oncle. Oui. Et demain, le père de la famille dit, nous allons nous réconcilier avec le voisin qui vous a violé. Mais c'est ce que vous demandez dans le cadre du dialogue inclusif. Nous allons vous réconcilier avec le voisin qui vous a violé. Sauf que celui qu'on envoie discuter avec l'enfant, c'est l'oncle qui avait commandité avec le voisin pour violer l'enfant. Mais dites-moi comment l'enfant va se sentir. Moi j'ai comme l'impression que vous demandez le dialogue inclusif. Non, que ce le dialogue inclusif n'est pas un dialogue même si vous dites en saupoudrant, qui fait partie de ceux qu'on n'est pas parti pour un dialogue. Il est parti pour une commission de désarmement. Il n'est pas parti par là. Non, ça ne commence pas par là. Il y a d'abord un dialogue, un accord de cessez-le-feu et puis le désarmement. Moi, je ne vais pas vous apprendre la théorie de résolution des conflits. Mais allons-y tout doucement. Le gouvernement de Yaoundé aurait voulu, parce que moi, je connais les populations du nord et du sud-ouest. La science infuse du MSC. Je connais les populations. On a les plus intelligents, les plus sages. Ce sont des populations qui ont du moins un attachement particulier à l'autorité traditionnelle. Vous voyez? Ça veut dire que. Mais comment comprendre je vais y arriver. Donc comment comprendre que certaines autorités traditionnelles. Je vais y arriver. Ça dit, nous sommes dans une démarche où nous tentons de résoudre un problème lointain, comme si le problème est né hier. Le copanéliste vient de nous dire qu'on peut profiter de cette crise pour régler les problèmes qui nous minent depuis la nuit des temps. C'est beaucoup dit. Ça veut dire que quoi exactement? Ça veut dire, comme il a répété, c'est que le Cameroun fut créé par l'union d'un ensemble d'États indépendants. Il faudrait le reconnaître, c'est être honnête. C'est-à-dire le reconnaître, c'est être honnête. Le patriotisme commence par là. Quand est-ce que nous avons bâti la patrie et quelles sont les bases ou du moins les jalons qu'on aurait dû mettre le premier jour qu'on ne l'avait pas fait? Comment est-ce que nous pouvons le faire aujourd'hui? La commission qu'on envoie devant pour aller résoudre la crise anglophone a un véritable problème. Elle n'est pas là pour résoudre. Non, pour le désarmement, un véritable problème. Ouais. C'est que d'abord, cette commission est perçue comme une... Par ceux vers qui vous partez. Qui? Mais la commission... c'est vous qui jetez de l'huile dans le feu. Non, nous ne jetons rien. Vous, les acteurs politiques, il ne s'agit pas d'un problème d'acteurs politiques. Il s'agit d'un problème de notre nation qu'il faut résoudre. C'est que cela, tu voulais créer. Non, arrête de coller l'étiquette du MRC. Tu es du MRC. Nous sommes... Est-ce que... Mais parce que ça vous arrange... Non, allons-y. Mon frère, mais la négation de la crise anglophone a amené quelqu'un au ministère de l'administration territoriale. Je vais même la négation. Donc c'est normal aussi quand il pleut, certains qui n'ont pas d'auto-sceptique baissent leur Dès que tu vas finir, je vais parler parce que nous sommes dans les solutions. Nous sommes dans les solutions. L'une des solutions que j'aurais attendu serait qu'au début de la crise, et que même maintenant c'est encore possible, qu'on engage des personnes qui participent d'une discipline qui est de la vigilance de l'esprit. Cette discipline de la vigilance de l'esprit, c'est la religion. C'est pour ça qu'à un moment donné, elle peut être utilisée. Au second point, il y a les autorités traditionnelles. Maintenant, la question des autorités traditionnelles qui ont été décapitées et assassinées vient donc s'ajouter sur l'état que nous avons en demandant à notre République
de respecter l'institution traditionnelle parce que cette institution peut participer de la résolution d'un problème demain. Mais vouloir politiser et les étudiants et l'autorité traditionnelle et l'Église fait qu'à chaque fois où il y a désormais un problème, ceux qui sont en face de nous commencent à considérer tous ces leaders comme des traîtres. Mais tout n'est pas perdu parce que moi je vais arriver sur les solutions. Tout n'est pas perdu parce que pour vous, dit qu'il y a problème, vous devez dire qu'on a la parole pendant 5 minutes. Et en premier temps, non. Nos frères anglophones, comme tu le dis si bien, doivent accepter un temps soit peu de déposer les armes. Mais nous l'avons toujours dit. Que nous avons tous commis des erreurs. Et l'État et les anglophones. Il faudrait qu'on accepte d'abord, au lieu que l'État agisse tout simplement comme quelqu'un qui a été victime des exactions, sans toutefois être capable de répondre à une violence par la même violence. Monsieur Fauting, vous ne parlez pas au nom des populations anglophones qui souffrent de ce problème. Tout le Cameroun en est meurtri. Je vous ai dit, même le Camerounais qui vit à Yagua, après Yagua Ndjengren là-bas, souffre de ce problème, de ce conflit-là, qui ne fait que durer. Quand nous venons sur un plateau, vous avez dit que vous êtes de la société civile. Vous êtes de la société civile. Maintenant, ce que je veux vous faire dire, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que vous ne pouvez... Le problème de la crise anglophone vient justement de ce genre d'attitude que vous avez. De ce genre d'attitude que vous avez. Laquelle? Monsieur Begida dit qu'il préfère que pour lui envoyer Monsieur Zang. Merci, que Dieu vous entende. Régler ce problème, bon, pas régler, à la tête du comité des armements. Mais vous avez des gens aussi qui n'aiment même pas. Mais est-ce que c'est déjà là le problème? On n'est pas là pour aimer qui on envoie. On est là pour travailler dans la résolution pacifique de ce conflit. Non, quand nous allons dépasser ce stade de choses, nous allons avancer. Vous avez pris l'exemple, vous avez pris plusieurs exemples que vous avez. Un enfant qui a été violé, voit devant elle une fille. Bon, disons une fille parce qu'il y a aussi des choses. Excusez-moi, une minute. Une fille qui a été violée voit devant elle un des acteurs de ce viol qui veut. Mais je tiens à vous dire aussi qu'il y a ce qu'on appelle dans les cours, dans la thérapie psychologique, l'hypnose. Et dans l'hypnose, on vous met face à vos démons. Le démon là peut être justement celui-là qui va violer, qui se repentit. Vous ne pouvez pas demander, vous ne pouvez pas demander à l'État de dialoguer avec ceux qui ont pris les armes vous nous demandez la chose avant de votre côté. Binko, quand même, monsieur, on va donner la parole à Binko. Avançons. Vous pensez que la conférence générale anglophone va se tenir un jour? Alors, je l'ai dit, les raisons données par le gouvernement sont pour moi de mesures cosmétiques. Mais je pense que cette conférence a le droit... Elle doit être citée. Oui, a le droit d'exister parce que on se rappelle avec l'histoire de l'apartheid, l'action des églises contre l'apartheid. On se rappelle même avec... Desmond Tutu. Oui, avec Desmond Tutu, au Kenya aussi. Oui. Avec l'action des évêques pour désamorcer les crises post-électorales entre décembre 2007 et février 2008. Donc, tout à fait. Donc, je me dis, l'Église devrait jouer sa partition, pas uniquement au niveau des homélies. Ces religieux ont décidé de se mettre en avant pour discuter avec le peuple. Pourquoi est-ce qu'on ne leur accorderait pas ça? Donnons-leur une chance. On a face à nous le RDPC qui, à la fois, refuse le RDPC. Face à qui? Nous, vous êtes. Qui, à la fois, refuse qu'on critique ses méthodes et refuse qu'on apporte des solutions. C'est le RDPC qui empêche la conférence de tenir. Donc, moi, je me dis, cette conférence devrait être tenue. Le gouvernement ou le gouvernement, c'est le RDPC. Tout ça, c'est la même chose. Merci, Mbeko. Oui, pour sortir, oui, c'est que à vrai dire, on laisse les manteaux partisans. Nous voyons le bien commun. Okay. Le bien public. Oui. Merci. Et ceci, il y a une difficulté, c'est parce que le gouvernement, l'État a phagocyté les chefferies traditionnelles en faisant d'elles des auxiliaires d'administration. Voilà le problème. Merci, nous sommes arrivés. Merci, cher monsieur. Merci, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Rendez-vous demain dès 19h, toujours sur le même plateau, toujours avec le même plaisir. Madame, monsieur, rediffusion 23h GMT. Il sera minuit en Kouaban.